Les toits de Paris, avec leur couverture en zinc et en ardoise, sont réputés dans le monde entier. Ces paysages aux 1000 nuances de gris, on les doit en partie au préfet Haussmann, qui à partir de 1853 a complètement transformé le tissu urbain de la capitale. Les toits à la mansarde, constitués d'un brisier en ardoise et d'un terrasson en zinc, ont remplacé les toits pointus à 2 pans du Moyen-Âge. Mais de l'horizon parisien émergent aussi des dômes qui confèrent à la ville la douceur toute féminine de leurs courbes et racontent l'histoire de Paris. Le dôme de l'Institut de France, construit par Louis Levaux et qui abrite les immortels. Le dôme des Invalides, construit au temps du roi Soleil et que chaque siècle recouvre de feuilles d'or. Celui du Panthéon que la Révolution consacra aux grands hommes. Puis sous Napoléon III, les dômes en cuivre de l'Opéra de Charles Garnier, celui de l'église Saint-Augustin construit par Baltard, et ceux, récemment restaurés, des magasins du Printemps. Et le plus célèbre, celui de la basilique du Sacré-Cœur, commencé en 1870 et qui domine tout Paris comme un gâteau de mariage du haut de la colline de Montmartre. En reconstruisant des quartiers entiers, Haussmann les a aussi embellis. Des milliers de dômes ont surgi dans tout Paris, couronnant l'angle des immeubles haussmanniens. Ces dômes sont couverts d'ardoises. Ils sont percés d'une infinie variété de lucarnes ouvragées ou d'œils de bœuf, et coiffés d'ornements en zinc, parfois extravagants. Les dômes parisiens sont devenus une véritable expression architecturale de la capitale. Leur restauration nécessite un savoir-faire bien particulier qui associe les ornemanistes et les couvreurs. Nous sommes dans les réserves de Moule-en-Fonte des ateliers d'art français à Bréélu, dans l'Eure. Ces ateliers dépendent de VM Zinc, le seul producteur français de zinc laminé. On est dans un lieu référence historique de la maison parce que y sont stockés tous les moules d'ornementation qu'on a en possession depuis le 19e siècle. Alors, certains moules sont récents, d'autres sont anciens. Certains ont été rapatriés du château de Pierrefonds où ils étaient stockés. Et ils appartiennent à VM Zinc. Et donc, vous avez tout type de moules, que ce soit des rosaces, des feuilles d'acanthe, des clés, des galeries, des fêtages, tous des moules en fonte, et donc qui servent à reproduire à l'identique des ornements pour l'ornementation de la couverture. Alors là, par exemple, vous avez un beau moule de rosace, une grosse rosace, qui sert à ornementer différentes choses comme des œils de bœuf, des lucarnes. Voici justement la rosace estampée d'une lucarne. Cette lucarne en zinc ouvragé, mais rongée par le temps, a été démontée d'un dôme parisien et apportée aux ateliers d'art français pour être copiée et fabriquée à l'identique. La rosace, répertoriée dans la collection de Moule-en-Fonte, a pu être reproduite grâce au procédé de l'estampage qui consiste, tout en chauffant la feuille de zinc, à la descendre en plusieurs passes au fond de la matrice en fonte. La reproduction est parfaite. Certaines pièces constitutives d'une lucarne doivent être façonnées par une machine de formage aux fonctions multiples. L'opération consiste ici à donner une forme arrondie à la feuille de zinc. Il en ressort une pièce qu'on appelle une gorge. L'arrondi de la gorge est fini à la main sur la tête de l'enclumeau. Changement d'outil. La régularité du marteau de la formeuse aplanit les bords de la pièce, sans marquer le métal. Au bureau d'études, la conception assistée par ordinateur permet d'accélérer la reproduction et le montage des pièces. Gustave Gomis, le dessinateur, les a réalisées en 2D et en 3D à partir des relevés pris sur la lucarne d'origine. Souder les reliefs directement sur place.
On ajustera la clé, ensuite on viendra poser la clé. Une fois que les deux parties du fronton seront posées, on viendra ajuster la clé directement. Si un problème se pose, l'ornemaniste en réfère au bureau d'études, qui l'aide à trouver la meilleure solution. L'ornemaniste a posé sur son établi toutes les pièces en zinc qu'il a préparées et découpées au préalable. Il s'agit d'un puzzle complexe qu'il va falloir transformer en volume en les soudant entre elles. Il travaille ici sur l'assemblage de la première moitié du fronton de la lucarne. L'art de la découpe et de l'assemblage des pièces rappelle la couture, de la haute couture pour les toits de Paris. Le dessin des pièces grandeur nature, réalisé par le bureau d'études, sert de référence et facilite le travail de montage de l'ornemaniste. Avec le pinceau trempé dans un acide mordant pour décaper le zinc et le fil de soudure constitué de 2 tiers de plomb et d'1 tiers d'étain, on commence par pointer, poser des points de soudure pour faire tenir 2 pièces entre elles. Ici, une gorge et une pièce plate qui prend une forme courbe. Après le pointage, fait en équipe, l'ornemaniste peut commencer la soudure définitive. Après quelques jours de travail, les 2 pièces principales de cette première moitié du fronton sont montées. Elles s'ajustent parfaitement. Elles sont pointées au fer à souder pour faciliter le déplacement délicat de la pièce. Le rassemblage par soudure peut commencer sur la face interne, une opération longue et précise. Sur la face externe, le polissage des arêtes rend les soudures presque invisibles. Je suis rentré en apprentissage en 2004, donc j'ai fait ma formation de 2004 à 2007 en bac pro structure métallique à la Forbes de Mantes, donc en alternance. Et ensuite, donc j'ai été embauché et puis depuis 2007 à aujourd'hui, je suis dans cet atelier-là. Et dans cet atelier, après 10 ans de pratique, Sébastien est devenu un maître ornemaniste. Le fronton de la lucarne a été reproduit à la perfection. Il reste une dernière opération des plus délicates, compléter et ajuster la clé. C'est du sur-mesure. Sébastien ne fera pas une deuxième lucarne semblable dans sa vie. La fabrication d'une pièce unique est toujours un objet de réflexion, d'attention et de patience. Elle révèle les qualités de l'ornemaniste. Elle enrichit son expérience et le pousse à relever d'autres défis, toujours plus exigeants. Pour une esthétique parfaite à l'œil et au toucher, le ruban de la polisseuse assure la finition extérieure de l'arête centrale de la clé. Les 3 éléments principaux de la lucarne sont réunis pour la première fois. Mais il reste de nombreux détails à régler pour les ajuster. L'intervention du dessinateur est précieuse. Il maîtrise toute la conception intellectuelle du projet pour l'avoir dessiné pièce par pièce. Entre le dessinateur et l'ornemaniste, les échanges sont permanents. La compétence de l'un complète celle de l'autre, et réciproquement. Il s'agit ici de fabriquer les contreforts de la clé. L'ajustement doit être d'autant plus précis que la lucarne en zinc sera posée sur la façade convexe d'un dôme. Tout est alors plus complexe que sur une surface plane. On cherche, on hésite. La vieille lucarne reste le modèle par excellence. En plaçant la vieille clé directement sur le fronton neuf, on peut tester la justesse des mesures. Les contreforts de la vieille clé
se positionne parfaitement entre les gorges et les bandes plates du fronton neuf. On en découpe la forme dans une feuille de papier, un patron à l'échelle que l'on reporte sur le flanc de la clé. Là encore, on se rapproche de la haute couture. Cette fois-ci, nous y sommes. Le contrefort a été découpé à la bonne mesure. Il passe entre les mâchoires de la plieuse qui lui donnent un relief net et régulier. Derniers ajustages entre la clé, ses contreforts et les gorges du fronton. Il préfigure le résultat final. Cette fois-ci, les pièces se correspondent, se répondent. Il ne reste plus qu'à souder les contreforts sur les flancs de la clé. Toutes ces lignes de soudure interne attestent de la complexité de la pièce. Avec l'achèvement de la clé, le façonnage de la lucarne est terminé. En comptant sa préparation au bureau d'études, la reproduction de cette lucarne aura demandé 2 semaines de travail. On peut déjà parler d'un chef-d'œuvre. La particularité de cette pièce, en fait, c'est qu'elle est montée sur un dôme. Donc un dôme, bon, bah, c'est cintré dans le sens horizontal et puis vertical. La particularité, c'est qu'on va tout ajuster en fait sur place. Donc on va venir probablement couper pour avoir une jonction nette au niveau entre la charpente et puis notre pièce. Et ensuite on viendra souder les collerettes directement sur place pour avoir le meilleur ajustage possible. C'est vraiment l'ajustage de la clé, de venir vraiment plaquer sur la forme. Sur un fronton, il y a il y a des bandes plates, il y a des gorges, il y a encore des bandes plates, ainsi de suite, donc ça fait escalier. Et de là, il ne faut pas se tromper, en fait, il y a un problème d'inclinaison et on ne le sait pas tant que la pièce n'est pas posée. Donc c'est pour ça qu'on se laisse durable et ça sera mieux sur place. Sur place, nous y sommes. Sur le toit d'un immeuble, à l'angle de l'avenue de Suffren et de la rue Champfleury, Sébastien est venu avec Damien, un compagnon qui travaille avec lui aux ateliers d'art français de VM5. Il s'agit d'abord de souder la collerette latérale de chaque moitié du fronton de la lucarne et de préparer des pièces de raccord. Ce sont les collerettes qui feront la jonction entre la lucarne et le dôme. Comme à l'atelier, la soudure doit être précise et régulière. Elle doit surtout ne laisser aucun trou, car c'est de la qualité de la soudure que dépendront à la fois la solidité de la pièce, mais aussi son imperméabilité. Il fallait attendre d'être sur place pour adapter certains détails de la lucarne en zinc à la configuration de la matrice en bois. Damien prend les choses en main. Il a un petit avantage sur Sébastien. C'est un ancien couvreur, devenu récemment ornemaniste. Il connaît bien le travail sur le chantier. Il n'a rien perdu des acquis de son ancien métier et surtout, il en a conservé l'une des qualités essentielles, la capacité d'adaptation à toutes les situations. Juste un point pour la maintenir. La première moitié du fronton est prête pour la pose. C'est un premier essai. Elle s'encastre le plus naturellement du monde dans la matrice de la lucarne. Derrière cette apparente aisance, il y a les longues heures de travail de préparation et de façonnage. Sébastien retaille le pied du fronton, mais tout n'est pas si simple. La partie inférieure du fronton bâille et n'épouse pas parfaitement la courbe du dôme.
commandant, on était bien à plat tout à l'heure quand je l'ai tracé. C'est l'écart, ouais, c'est l'écart qu'il peut y avoir. Après avoir ressorti la pièce et retravaillé sur la collerette, les ornemanistes ont trouvé les solutions adéquates. Quelques solides points de soudure vont fixer définitivement ce demi-fronton à la jambe de la lucarne. En cette fin d'après-midi, la lumière est enfin revenue sur les toits de Paris. La deuxième moitié du fronton a été mise en place. L'opération a été réalisée sans trop de difficultés, grâce à l'expérience acquise ce matin par la pose de la première moitié. Reste une pièce maîtresse à poser, la clé. Les ornemanistes n'en sont pas à leur premier essai. Ils vont passer le reste de leur journée à compléter des points de soudure, à la repositionner après chaque retaillage, à la mesurer, à la tracer. Sébastien retaille les contreforts de la clé, millimètre par millimètre, jusqu'à ce qu'ils épousent parfaitement la forme des reliefs et des gorges du fronton. Il aura fallu attendre la fixation des collerettes latérales sur la volige du dôme pour que la forme convexe de la lucarne apparaisse enfin dans sa réalité. Elle n'est plus une abstraction numérique en 3D. La prudence de Sébastien a été payante. Il savait, par expérience, qu'il devait se laisser suffisamment de marge pour retailler les pièces sur place. Avant de poser définitivement la clé, il faut tailler des pièces de zinc qu'on appelle des reliefs. Ils seront soudés perpendiculairement dans les gorges et sur les bandes plates du fronton. Ici, là, tac, on va basculer pour éviter justement de perdre trop en hauteur. Tu vois ce que je veux dire ou pas plutôt. J'allais me faire une fois ici, là. C'est au-dessus de ces reliefs que la clé viendra s'emboîter, et c'est contre eux qu'elle sera soudée pour un meilleur maintien. Sur un bateau. Oh, il sort. On est sur un bateau, là, c'est possible. La journée se termine par un gros coup de vent. Comme chaque soir, les couvreurs bâchent le dôme inachevé pour le protéger de la pluie. Le lendemain matin, le vent est tombé. Les ornemanistes ont repris le travail. Il s'agit de venir à bout de cette fameuse clé. Entre-temps, ils ont soudé les reliefs sur les frontons. On en est au polissage des dernières soudures de la base de la clé. C'est bon signe. Mais c'est maintenant l'heure de vérité. Il faut absolument que la clé vienne se positionner au plus près par-dessus les reliefs qui ont été soudés sur les frontons. Généralement, ce sont les couvreurs qui posent les ornements en zinc. Mais pour la pose de cette lucarne en 3 parties, l'entreprise de couverture a préféré confier ce travail particulier aux ornemanistes de VM Zinc. Un dernier coup de cisaille. Ça y est, cette fois-ci, la clé s'emboîte parfaitement sur les reliefs. En dessous, les couvreurs ont pris le relais, en clouant les ardoises le long des collerettes latérales. Sébastien peut enfin commencer à souder la clé au centre du fronton. Damien s'accorde une pause et apprécie l'instant. Il sait que le plus gros est fait. Il reste une dernière étape, poser et souder la collerette haute. Tony, le compagnon couvreur qui dirige le chantier, vient participer au pointage de la collerette. Il découvre le fil à souder des ornemanistes qui, ici, remplace la targette du couvreur. Cette confraternité sur les toits permet d'échanger les savoir-faire des uns avec ceux des autres.
Des pattes sont fixées sur le pourtour de la collerette par un système d'agrafure qui laisse un jeu pour la dilatation du zinc. Un bon couvreur sait que le zinc ne doit jamais être bridé. Un petit coup de lime sur la panne du fer à souder permet d'enlever les déchets de soudure et de garantir une meilleure finition. Le petit pinceau trempé dans un acide mordant décape le zinc sur la ligne de soudure entre le chapeau et la collerette de la lucarne. Ce décapage est indispensable pour faciliter la soudure. Elle se fait point par point. Reste à fixer entre elles les deux moitiés de la collerette haute. L'ornemaniste ne lésine pas sur la quantité d'alliage. Il termine la deuxième couche de soudure dite barrée ou à côte. Cette jonction des forces au sommet de la lucarne doit être résistante. Pour que la soudure soit aussi esthétique qu'efficace, le geste de Damien, l'ancien couvreur, doit être sûr, expérimenté. Un dernier coup de chiffon nettoie le décapant et lustre la soudure. Ouais, j'étais couvreur avant. C'est marqué là. Ah ouais. Damien, l'ancien couvreur devenu ornemaniste, garde la fierté d'un métier qu'on porte en soi. On va reculer les plateaux. Ouais, attends. Lorsque les plateaux sont dégagés, la découverte de la lucarne dans son intégralité force notre admiration pour ce savoir-faire si précieux et donne de la fierté aux ornemanistes qui l'ont fabriqué et posé. Un dernier détail, le polissage de l'arête interne de la lucarne. Aujourd'hui, on a terminé par venir mettre la clé en place, la souder et mettre les collerettes partie haute. Donc vraiment la grosse difficulté c'était ça, c'est beaucoup d'ajustage, de manipulation. Ça nous aide à avancer dans notre travail. Ça nous apporte beaucoup sur notre métier et aussi en technicité, où aussi il faut se mettre à la place du couvreur parce que nous on est à l'atelier, on fabrique nos pièces et là du fait de venir la poser sur place, on rencontre aussi les difficultés qu'on peut avoir sur place, que les couvreurs peuvent pas avoir à notre place en fait au final. Et c'est bien pour vous d'avoir été accompagné par Damien qui est un ancien couvreur. Ah bah oui, je pense que sans lui j'aurais eu beaucoup plus de balles. Il m'a apporté quand même une certaine aide, des connaissances aussi que je n'ai pas. Donc, parce que moi là-bas je suis vraiment ornemaniste et c'est vrai que lui étant couvreur, anciennement couvreur, c'était au point. En fait c'était pas compliqué, c'est ça, parce que on savait à quoi on s'attendait, on savait que c'était un dôme qu'il fallait ajuster. Ce qui a été compliqué en fait c'était vraiment de mettre en place la première pièce pour ajuster parfaitement, venir épouser au bois. Et en fait même moi en tant que couvreur, on ne sait pas toujours par où attaquer la pièce pour que ça aille bien et qu'on fasse pas de bêtises quoi. Mais sinon dans l'ensemble c'est relativement simple. Et donc vous êtes satisfait du résultat? Et on est très content du résultat. Ah oui. Ouais. On a une belle vue là. Les couvreurs, je pense qu'ils ont sur n'importe quel chantier où ils sont sur Paris, ils ont une belle vue quand même. Ouais, c'est sympa, il y a le Panthéon, pas le Panthéon, l'hôtel des Invalides derrière, la Tour Eiffel, Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe, on voit un peu tout quoi. Ouais, c'est vrai que ça permet aussi de voir les chantiers qu'on est susceptible de faire encore. Ouais. sur quel toit on sera prochainement. Ouais. Il y a du travail quoi. Il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Ouais. Sébastien et Damien se réjouissent déjà des chantiers à venir. Et on les comprend. Qu'ils soient ornemanistes ou couvreurs, on sent bien leur passion pour un même métier, celui de restaurer et d'embellir les toits de Paris. Ouais, bon week-end. Merci toi aussi. À la prochaine. J'espère pas. Merci. Voilà, merci à vous de nous avoir accueillis. Hop, Allez, bon courage. Merci. Franck, le compagnon couvreur, a pris le relais des ornemanistes.
il complète la pose au clou d'un rang d'ardoise. Il finira sa journée en bâchant le dôme. Une nouvelle semaine commence. Ce matin, les compagnons couvreurs complètent le traçage sur la volige du dôme. Il leur a fallu, au préalable, niveler avec du plâtre certains endroits du dôme qui ne présentaient pas une courbe parfaite. Le traçage des lignes verticales s'appelle l'échantillonnage. Il tient compte du gironnage, un terme de métier qui désigne le rétrécissement de la largeur des ardoises au fur et à mesure que les rangs d'ardoises progressent vers le sommet du dôme. Fais mon lapin, merci. Après le traçage vertical, le traçage horizontal. C'est le lignage. Il détermine l'importance du recouvrement des rangs d'ardoises les unes sur les autres en fonction du degré de la pente. Le traçage d'un dôme est tout un art. Ce quadrillage préfigure l'emplacement exact sur lequel sera clouée chaque ardoise. On apporte d'abord le matériel pour la taille des ardoises. Premier geste, planter l'enclume. Non mais là faut que j'en mette une là. Ah ouais. Celle-là va s'arrêter là. Après j'ai celle-là qui va être là. Ça va reprendre ici. Ouais. Et après mon doubli là il va partir de là. Tony et Franck se concertent avant de poser cette première ardoise. Il ne faut pas se tromper. Elle va déterminer la pose des suivantes autour de la nouvelle lucarne en zinc. Il s'agit pour ce dôme d'une pose au clou et non pas au crochet. Des clous en cuivre à section carrée sont crantés. Ils assurent une meilleure fixation sur les édifices très exposés au vent. Après avoir posé une pièce d'angle en plomb, le couvreur taille, avec le biseau du marteau, les chefs de côté de l'ardoise. L'ardoise a été épaulée, c'est-à-dire que ses cornières supérieures ont été abattues, puis elle a été percée de 2 trous pour faire passer le clou. Tony commence une opération délicate, la pose des ardoises le long de la courbe de la collerette haute de la lucarne. Le compas est indispensable pour tracer une courbe sur l'ardoise. Avant de la tailler, il dégrossit l'ardoise, puis il la taille en faisant pivoter légèrement l'ardoise sur la table de l'enclume pour lui donner une forme courbe. Il la retourne et affine encore sa ligne. Les courbes se répondent. Un premier trou avec la pointe du marteau. Puis il faut marquer l'emplacement du second trou. Un petit coup sec, mais tout en retenue. La préparation et la pose de cette ardoise sur mesure ont été faites en quelques secondes. Cela montre bien l'expérience du couvreur. Le rythme est maintenant bien lancé et Tony va pouvoir compléter la pose des ardoises en arc de cercle. Franck, lui, continue à poser les rangs d'ardoises. Mais revenons à la taille. Il faut faire un ralenti des images tant l'exécution est rapide. L'ardoise est posée à l'envers sur la table biseautée de l'enclume. La pointe du marteau trace une ligne droite sous l'ardoise en longeant la table de l'enclume. Puis l'ardoise est posée à l'endroit bien d'aplomb et est taillée par le biseau du marteau en suivant la ligne qui vient d'être tracée. Elle est épaulée, puis percée. C'est la tête de ce marteau multifonction qui enfonce les clous. Ah, celle-là elle est cassée aussi. Pas de chance, une ardoise du rang inférieur est cassée. Il faut tout défaire
mais en gardant son calme. Dans ce cas, c'est l'arrache-clou du marteau qui est utilisé. À un moment donné, il faut y aller. Faut pas dire... Hop. Chipoter. Ça sert à rien. Quand il y a la casse, il faut défaire. Bah ouais, c'est au clou. Au crochet... Au crochet, il suffit de l'enlever, quoi. Voilà, il suffit de tordre le crochet, on peut les changer quoi, plus facilement. L'incident, vite réparé, ne casse pas le rythme du travail. Ce va-et-vient entre la taille de chaque ardoise sur l'enclume et sa pose sur le dôme demande de l'énergie et de la souplesse. Le travail du couvreur est une gymnastique permanente du corps et de l'esprit. Cette complémentarité des jambes et de la tête fait aussi l'intérêt du métier. Après la pause du déjeuner, le travail reprend. Franck rehausse son plateau pour poser les rangs supérieurs d'ardoises. Le chantier est abrité par une bâche, un parapluie en forme de toit à 2 pans que les couvreurs ont fixé eux-mêmes au sommet de l'échafaudage. L'accès au chantier se fait, de la rue jusqu'au toit, par des escaliers intégrés dans un solide échafaudage fixé sur toute la façade. La sécurité absolue des moyens d'accès au chantier est très réglementée. Elle est primordiale pour le travail quotidien des couvreurs. Oh, Cousteau! C'est comme un Cousteau un peu. Ah, c'est comme un Cousteau en rouge! Tony commence à poser les ardoises de l'autre côté de la collerette haute de la lucarne jusqu'à la jonction des 2 parties. Franck continue avec régularité sa progression vers le sommet. Il reste encore à poser plus de 2000 ardoises. Entre la circonférence la plus grande et la circonférence la plus petite du dôme, le nombre d'ardoises posées est exactement le même. Seule varie la largeur des ardoises. Le principe du gironnage oblige à tailler des ardoises de plus en plus étroites au fur et à mesure que les rangs se rapprochent du sommet. Pour assurer l'étanchéité du dôme, les ardoises du rang supérieur sont décalées latéralement d'une demi-ardoise par rapport au rang inférieur, et ainsi de suite pour chaque rang. Grâce à ce principe, l'eau glisse sur les ardoises et ne passe pas entre les joints. La proportion entre le pureau, la partie visible de l'ardoise, et le recouvrement, la partie invisible, dépend du degré de la pente du toit. Ici, le pureau ne représente qu'un tiers de la surface totale de l'ardoise. On comprend mieux pourquoi 4000 ardoises sont nécessaires pour la couverture de ce dôme. La jonction des ardoises a été faite parfaitement le long de la collerette de la lucarne. C'est le travail d'un maître couvreur. Les étapes dans un premier temps, ça a été de déposer les vieilles ardoises en fait. Donc déjà tout d'abord, en précisant, on a fait déjà un parapluie au-dessus là, que vous pouvez apercevoir là-haut là. Voilà, pour qu'on puisse travailler à l'abri en cas d'intempérie. Ensuite on a déposé les vieilles ardoises, la vieille volige. On a balayé toute la charpente, donc les chevrons qui sont cintrés en ogive quoi. Et puis après, il y a eu tout un tracé en fait. On a gironné pour avoir le même nombre d'ardoises en bas qu'en haut. Et ensuite, on est parti de niveau au niveau du chéneau. Et on a remonté nos pureaux de niveau. Voilà, jusqu'en haut. Et après, on finit avec une bande de filets de plomb, puis le terrasson. C'est très rare de faire des dômes dans sa carrière. Donc quand on en a un, on apprécie vraiment et on le bichonne quoi, parce qu'on n'en fait pas beaucoup dans notre carrière justement.
Mon parcours vient de loin car c'est mon père qui m'a appris le métier. À l'âge de 6 ans déjà j'allais bricoler un peu avec lui sur les toits, donc même son père était couvreur, mon arrière-grand-père était couvreur, donc c'est vraiment une passion qu'on s'est transmise. Et puis voilà, après mon père m'a conseillé de faire les compagnons, l'école de compagnons. Donc je suis parti 2 ans à Tours faire une formation de CAP BEP en 2001. Et de là, je suis rentré avec mon père dans son entreprise. Je suis resté 10 ans avec lui et il m'a formé, quoi, aux petits soins, quoi. Ce que je pourrais conseiller à un jeune de faire ce métier, c'est déjà un peu de courage, car il en faut avec les intempéries, les coups sur les doigts qu'on se donne au début en commençant, les coupures, tout ça, quoi. Faut avoir vraiment envie de travailler à l'extérieur. Et faut être motivé, dynamique. Et puis bien écouter les chefs d'équipe pour apprendre beaucoup de techniques, savoir-faire qu'on peut leur transmettre. C'est beaucoup de techniques en zinguerie, plomb, ardoise, ça c'est notre domaine, quoi. C'est notre kiff, quoi. Après ça devient un peu l'amour du métier, quoi. Après on vit un peu ce qu'on fait. Voilà, moi je suis vraiment amoureux de la couverture et je prends du plaisir, quoi, à travailler. Je vois pas l'heure passer, quoi. Moi j'aime bien mon métier, oui, c'est sûr. Hein, ça y a pas de problème là-dessus. Retour aux ateliers d'art français. Sur l'enclume, l'ornemaniste reforme la panne de son fer à souder. Après l'étamage du fer sur le bloc de sel d'ammoniac, le pointage, préalable à la soudure définitive, peut commencer. Une pièce exceptionnelle qui sort de l'atelier d'estampage est en cours de finition. Donc c'est le dessin de la pomme de pin. Donc nous avons des dessinateurs qui ont soit un modèle, soit une photo. Et suite à ça, donc ils prennent toutes les mesures et donc ils nous sortent ce plan, ce dessin. Voilà. Donc après le dessin, les pièces, cette partie-là, en fait, la tête de la pomme de pin est estampée donc à l'estampage. Donc ce n'est pas moi qui s'en occupe. Donc je vais vous la montrer. Donc là, elle est entière. Hein. Voilà. Donc voilà la pomme de pin, la tête de la pomme de pin, qui est en 2 parties. Voilà. Celle-ci est en 4 parties plus une rondelle qui est pointée pour le moment, qui sera ensuite soudée par point pour plus de résistance. Également, les 4 parties forment cette pièce, soudée entre elles aussi. Et donc celle-ci viendra par-dessus celle-là. Voilà. Que je souderai tout en dernier, car j'ai une autre étape ensuite à faire. C'est le socle qui est sur le dessin. Voilà. Avec donc le pied boudin, le socle, qui là par contre j'ai fait moi-même. Voilà. Donc j'ai fait le dessin. Je l'ai plié, je l'ai soudé par point également, voilà. J'ai posé le pied douche en mesurant bien, en la soudant également par point. Donc, ceci dit, à l'intérieur, pour plus de résistance, j'ai mis un tube laiton de diamètre 19-20 pour que, celle-ci vienne se souder en forme de bougie. Voilà, donc je vais faire des petites franges, je vais mettre un embout en cuivre qui viendra ici s'installer, comme ça. Voilà. Alors c'est la première fois que je fais cette pièce-là. Je suis très contente parce que pour le moment je la trouve réussie. Elle n'est pas finie, elle sera finie d'ici peu, mais elle sera, je pense, très très belle à la fin. Donc très contente. Contente et fière, certainement, car cet ornement est un chef-d'œuvre. La soudure est parachevée par le polissage, qui rendra invisible l'assemblage des 2 parties.
venir s'enclencher dans le socle là, à côté de la tour Eiffel. Voilà. Nous y sommes. Nous retrouvons Tony, qui a terminé la couverture en ardoise et en zinc du dôme. Il pose la collerette qu'il vient de façonner. La pomme de pin a été livrée par les ateliers d'art français. Tony évase les 4 côtés du socle pour une meilleure assise sur la collerette. Franck s'apprête à pointer le socle de la pomme de pin à la collerette. Cette fois-ci, les 2 pièces sont fixées. Tony pose la pièce entière sur les plateaux pour faciliter le travail de soudage. Sur les toits de Paris, la force du vent est bien supérieure à celle que l'on ressent dans la rue. Les ornements en zinc doivent être solidement amarrés sur les dômes. Il faut prendre tout le temps nécessaire pour soigner la soudure sur les 4 côtés du socle. Un peu d'acide pour décaper le zinc avant la soudure. Ce n'est pas une, mais 2 couches superposées de soudure par point qui sont nécessaires pour fixer définitivement la pomme de pin à sa collerette. Pour un meilleur maintien, la barre de fer fixée sur le socle doit pénétrer dans le tube de laiton fixé à l'intérieur de la pomme de pin. Et alors Tony, qu'est-ce que vous allez faire avec cette photo? Bon, on va la mettre en souvenir pour les prochains qui vont découvrir ça dans quelques années, je dirais dans peut-être 100 ans à peu près. Kevin, l'apprenti couvreur, Tony et Franck ont fait un selfie pour la postérité. La tradition des couvreurs est de laisser une trace, un message, une date de leur passage. C'est qu'ils ne nous appellent pas dans 100 ans, ils seront cute. Tu seras plus là. Il y a dans ce geste le salut confraternel des couvreurs, des coucous, par-delà le temps, à ceux qui viendront tout refaire dans 2 ou 3 générations. Et voilà. Petit souvenir. À défaut de mettre une bouteille, on met une photo. Normalement c'est la bouteille. Reste maintenant à fixer la collerette de la pomme de pin au sommet du terrasson en zinc. Des pattes en inox sont clouées sur un couvre-joint sur 2. Pour les autres, un point de soudure avec le bord de la collerette complétera la fixation définitive. On peut apprécier ici la technicité de la couverture en zinc et le bel ordonnancement des couvre-joints rayonnants. En découvrant la qualité du travail de zinguerie sur le terrasson du dôme, un travail sur mesure, on comprend mieux pourquoi la maîtrise à la fois de l'ardoise et du zinc sont les 2 facettes indissociables d'un même métier, celui de couvreur sur les toits de Paris. Un métier qui s'exerce en équipe, un métier où l'art de faire va de pair avec l'art de transmettre. Ça, pour voir, Il ne fait aucun doute que cette pomme de pin en zinc, comme sa grande voisine en fer, résisteront à toutes les tempêtes du siècle à venir. C'est bon Franck? Ok, super. Tu le mets où là? Là. Bah là, tu le raccroches là. Ah oui. Avant de quitter définitivement le site, les couvreurs repositionnent les plateaux pour faciliter les visites d'inspection. La pose de cette pomme de pin en zinc
a mis un point final à la restauration de cette couverture traditionnelle en zinc à tasseau, commencée il y a plus de 3 mois. Le travail est accompli dans le respect du patrimoine parisien et de la tradition du métier. Dès demain, Tony, Franck et Kevin commenceront un autre chantier. Ce matin, le chef de l'entreprise de couverture reçoit l'architecte pour la visite hebdomadaire du chantier. Mais aujourd'hui, c'est la dernière visite. Ensemble, ils font une inspection générale, préalable à la réception officielle des ouvrages, prévue dans quelques jours. Oui, mais c'est ce que je cherche, si c'est la goutte d'eau ou si c'est... Non, c'est la plus blattante, ça, parce que la goutte d'eau, elle est bien. Là-bas, elle n'y est pas. Et comme par hasard, c'est là que j'ai une zone humide. C'est ça qui m'inquiète. Le chef de l'entreprise de couverture doit répondre à toutes les remarques de l'architecte, qui lui, en dernier ressort, doit répondre de la qualité des travaux réalisés. Ce qu'il est important de constater sur ce chantier, et ce qui fait plaisir à l'architecte que je suis, c'est le savoir-faire in situ des compagnons qui ont œuvré à la réalisation, pas que de ce dôme, mais de l'ensemble de la couverture. Les architectes de ma génération, qui ont été formés au thé et à l'équerre, ils savaient bien que dès qu'ils sortaient ce qu'on appelait un perroquet, et qu'on dessinait une courbe, on apportait une certaine complexité à la réalisation, parce que forcément, c'est plus difficile d'ajuster quelque chose de courbe que de tirer droit. Vous pouvez constater ici que la courbe dessinée par les ardoises, parallèlement, concentriquement, à la ligne de la lucarne, elle est parfaite. Voilà, elle respecte parfaitement. Donc ça nécessite un savoir-faire, une expérience, une formation des compagnons qui ont réalisé l'ouvrage et qui, de surcroît, font ça dans des conditions atmosphériques extérieures. On l'a dit, mieux protégé qu'avant, mais voilà, c'est un vrai métier manuel dont on doit retrouver toute la valorisation et surtout savoir conserver le savoir-faire. Ça se fait beaucoup par le compagnonnage, et pas que par le compagnonnage, mais par toutes les filières de formation, de BP, de BET, par lesquelles ils passent successivement. La réalisation à la main permet de vérifier et d'assurer la qualité des ouvrages, puisque chacune de ces ardoises a été percée au marteau, de 2 trous qui permettent de passer le clou. Le couvreur, lorsqu'il sent que son coup de marteau ou que l'ardoise, parce que le matériau était fragilisé à cet endroit, n'est pas bon, le jette et le remet. Qu'en serait-il d'une réalisation préétablie où on n'aurait aucune possibilité de remplacement, où on la poserait malgré tout? Là, il faut faire confiance aux compagnons qui savent travailler le matériau, d'expérience, le connaître, l'apprécier et sélectionner dans la palette, ne garder que ce qui est réellement approprié. Il y a toujours du rebut. Mais ça, c'est le charme et les dangers de travailler un matériau naturel. C'est aussi un plaisir et une qualité. On peut vérifier que le recouvrement est régulier et va en se rétrécissant au fur et à mesure que le diamètre général du dôme. Et c'est pour ça qu'on fait une retaille manuelle au fur et à mesure. Donc vous êtes plutôt satisfait du résultat du travail de ce chantier? Eh bien, si j'étais pas satisfait, je ne serais pas à 2 doigts de prononcer la réception des ouvrages. Parce que là, on engage une garantie trentenaire, donc vaut mieux partir du chantier avec un maximum de sérénité et d'assurance. Et la pomme de pin là-haut, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle est réussie, elle est belle? C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est la signature, c'est la touche finale. Cette pomme de pin, elle n'était pas dans le descriptif des ouvrages. Vous pouvez voir que sur nombre de dômes environnants, elle n'y est pas. Et c'est l'entreprise qui s'est fait plaisir, qui a voulu faire plaisir à son client et qui a posé cette pomme de pin sans la facturer. Croyez-moi, moi je sais ce que ça coûte, c'est un effort sensible et il faut savoir le remercier. Merci Monsieur Marinaccio. Je voudrais remercier mes compagnons qui ont été sur place, qui sont venus avec vraiment un gros enthousiasme pour mener ce travail, car pour eux aussi, pour un d'entre eux, Tony Reguidel n'était pas une première, mais pour Franck Novak et Kevin Marinaccio, c'était une première. Et donc pour eux, je suis vraiment fier de voir l'enthousiasme avec lequel ils ont vraiment réalisé ce travail. Lorsqu'on repart avec un ouvrage pareil, je pense qu'ils en tirent une grosse fierté et ils sont de ce qu'ils ont fait et ils partent fiers et contents d'eux. Voilà. Donc il faut que les jeunes comprennent que ce n'est pas un métier de laisser pour compte. Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu, si calme, écrivait Verlaine.
Le beau temps est enfin revenu dans le ciel de Paris. Et c'est une chance, car aujourd'hui, c'est la réception du chantier. Architectes, maîtres d'œuvre, entrepreneurs, présidents du syndic, chacun vient apprécier et contrôler tous les détails des travaux réalisés avant de valider la réception des ouvrages. Le dôme se dévoile enfin dans son intégralité, et avec lui se révèle toute la maîtrise de l'art des compagnons couvreurs et des ornemanistes qui l'ont restauré. La parfaite régularité de ces ardoises droites est joliment brisée par 3 rangs d'ardoises taillées en écailles. La lucarne en majesté, identique à l'ancienne, retrouve naturellement sa place en surplomb de l'avenue de Suffren. La lumière magnifie l'art de la taille de cette ardoise venue des carrières de Galice et révèle la finesse de son grain et les nuances de ses gris. Et au sommet, la nouvelle venue dans le décor des toits du quartier, cette pomme de pin va contribuer à embellir, durant tout le siècle, le grand ciel de Paris, par-dessus les toits. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles.